pas venir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, voilà. Donc, je voulais alors, je vais ouvrir une feuille. Voilà, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des... Oui, bonjour. Bonjour. En fait, donc on fait la diffusion de la pollution Mhm. et dans l'équation, on a un coefficient pour le vent. Oui. Et en fait, je me demande si ça suffit de mettre un scalaire ou s'il y a une expression plus complexe parce qu'on en trouve des différentes et on ne sait pas laquelle choisir. Ouais. Et on a essayé de mettre un vecteur, mais vu qu'on a que des scalaires, vu que ce sont des suites dans notre calcul, bah ça ne fonctionne pas sur MATLAB. J'ai pas compris la dernière phrase, mais ok. Je vais y répondre. Alors, l'équation en question, ok, c'est quoi? C'est dérivée de U par rapport au temps égale un coefficient de diffusion, ok, ux carré. Alors bon, je vais l'écrire en dimension n. Donc en dimension n, c'est Laplacien de U plus la vitesse du vent, qui peut dépendre du temps et de l'espace, si on veut, ou pas, fois le gradient de U. Voilà. Et tout ça, vous devez donner. Et Monsieur, ça oui, allô? On je voit crois pas. qu'on voit pas votre écran. Ah, merde. Enfin, on voit votre écran, mais il ne se passe rien dessus. Bon. Voilà, il fallait le dire long. Merde, c'est pas celui-là. Arrêtez. C'est le combien le deuxième? Non, c'est le troisième. Voilà, c'est celui-là. Ok. Donc, ça c'est voilà l'équation. Ensuite, vous allez dire que U restreinte à t égale 0, c'est une certaine fonction U0. Ça, c'est la condition initiale. Et ensuite, il y a les conditions limites. Et il y a de deux types. Vous avez vu deux types. Il y a Dirichlet et il y a aussi Neumann. Et dans Dirichlet et Neumann, il y a deux possibilités aussi. Il y a soit homogène, soit non homogène. Pareil ici, H, non H. Donc homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U restreinte au bord est nul. Non homogène, ça veut dire que U restreinte au bord, c'est une certaine fonction G. Neumann, ça veut dire que la dérivée normale de U sur le bord est nulle. Et non homogène, ça veut dire qu'il y a un flux. Ah merde, ça fait quoi? Ça fait que la dérivée normale restreinte au bord, c'est une certaine fonction G. Alors, comment ça s'interprète chaque truc? Ça, ça va s'interpréter comme... Alors, comment je peux bouger ce truc? Non, je ne peux pas bouger comme ça. Déjà, comment avec 3 doigts? Ouais, 3 doigts, ok. Homogène, ça va s'interpréter comme disant que quand le polluant arrive au bord, quand le polluant arrive au bord, à la frontière, ok, au bord, il disparaît. Okay, donc ça, typiquement, si vous êtes en dimension 1, c'est quelque chose de la forme U pour tous les instants de temps au point L égale 0, hein, par exemple. Alors, non homogène, ça veut dire qu'il y a une production ou une consommation en fonction si c'est positif ou négatif. Donc, par exemple, c'est U de TL, hein, si mon domaine oméga, si je suis en dimension 1, c'est quelque chose de la forme 0L, égale par exemple 3. Ça veut dire qu'il y a une production de polluants, production constante de polluants en ce point. En ce point. Maintenant, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme couleur? Ça. Neumann, merde, c'est la même couleur. Neumann, voilà, ça va. Neumann homogène, ça veut dire que donc la dérivée normale, donc en dimension 1, c'est juste la dérivée, au point T, L égale 0. Ça veut dire qu'on est dans un cas de paroi imperméable
C'est-à-dire que le polluant ne peut pas sortir. Donc si le polluant arrive par ici, il ne dépasse pas. Ok, donc là, il reste bloqué. Ça, c'est une paroi imperméable, donc il n'y a pas de flux sortant. Et la dernière condition de Mann, ça veut dire qu'il y a un flux sortant ou rentrant en fonction du signe. Donc si je mets dx c'était en truc, égale -3, ça c'est un flux sortant. Là, en l'occurrence constant parce que j'ai mis -3, mais si c'est genre -3x, bah, ça dépend de plusieurs choses, mais voilà. Ok, bon, vous voyez un petit peu les différents termes. Donc, c'est très important que vous choisissez des conditions aux limites adaptées à la situation que vous voulez modéliser. Là, il n'y a pas de choix imposé. Vous choisissez le cas que vous voulez modéliser. Ensuite, la condition initiale, hein, ça va décrire comment le polluant était au départ. J'ai vu certains qui ont mis 1 partout. Ça veut dire qu'il y a du polluant partout. Okay, alors moi, par exemple, si je pense à Fukushima, bah, voilà, il y a du polluant ici, mais il n'y en a pas ailleurs. Hein. Donc ça serait ma condition initiale. Monsieur, Et oui, par rapport à ça, justement, est-ce qu'on peut pas considérer qu'il y a quand même une radioactivité naturelle en becquerel par mètre cube? Et oui, donc, on mais elle est nulle. considérait que... Moi, je suis radioactif, mais très petit. Enfin, j'avais fait quelques recherches. En France, il y avait, c'était marqué en moyenne 90 becquerels par mètre cube. Mhm. Et genre, je me suis dit qu'en fait, ma matrice, elle est dans un environnement un peu radioactif. Et après, j'ai un pic vraiment beaucoup plus important qui va se diffuser sur Mhm. une matrice déjà, entre guillemets, radioactive, mais de manière peu significative. Mhm. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensiez de... Parce que Ça me paraît. vous parlez de zéro, Mhm. Non, mais voilà. ça se défend. Après, toute une question d'échelle. Ok. Dans un modèle mathématique, plus vous voulez coller à la réalité, plus il y a des paramètres à prendre en compte. Mais parfois, il y a et vous êtes souvent habitué à ça en physique, il y a des paramètres que l'on peut négliger. Ok. Donc, par exemple, ici, si je compare la radioactivité naturelle de la France, qui, de prise isolément, elle peut être relativement importante, mais comparée à un vent radioactif d'une centrale nucléaire qui explosait, bon, ça reste négligeable, disons. Ok. Oui, Mais après, bon, tout est possible. En vérité, ça n'a pas d'importance ce que vous prenez précisément du moment où vous le motivez. Si vous dites, voilà, je souhaite considérer la radioactivité naturelle du sol, il n'y a pas de problème. Je prends une condition adaptée, initiale adaptée. Du moment où la condition initiale elle est bien adaptée à ce que vous décrivez, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Ok. ok, merci. Donc, oups. Ensuite, du coup, oulala. Ensuite, voilà. Ça, c'est la condition initiale, okay, le U0. Là, il y a donc ce coefficient-là, sigma carré, c'est le coefficient de diffusion. Et ce coefficient-là, c'est la vitesse du vent. Okay. Certains m'ont dit, bon, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Peu importe, la seule différence, c'est ça va se propager par ici ou ça va se propager par là. Tout dépend du signe. Bon, là, c'est en dimension 1. Si on est en dimension supérieure, eh bien, ça dépend, vous voyez, si là, j'ai ma condition initiale et que ça se déplace dans cette direction, vous voyez, c'est un vecteur qui a deux composantes. Donc, si ça se déplace par ici ou par là ou par là-bas ou par là-bas, ça va dépendre du signe de chaque composante. Okay. Mais quelque chose qui, pour le coup, est important, c'est pas tant le signe que vous prenez, mais le schéma pour discrétiser le gradient que vous allez prendre. Donc, le gradient, en dimension 1, c'est juste la dérivée première de u par rapport à x. Okay. Et ce gradient, eh bien, on peut l'approcher par deux façons. Soit je prends un schéma centré, centré ou en amont ou en aval. Donc, typiquement, je vais prendre un truc genre ui plus 1 moins ui sur delta x. OK. Ou alors, j'aurais pu prendre ui moins 1, ui moins, oui, c'est ça, ui moins 1 moins ui sur delta x. Et là, pour le coup, il ne faut pas se tromper, parce que si vous prenez celui-là, vous allez dans le mouvement avant. Et donc, ça, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et donc, ça va prendre
le mouvement dans un sens, par exemple à gauche. OK? Bon, OK, j'arrête pas. J'essaie, c'est 3 doigts? Oui, c'est ça. Et OK, vous voyez ce que je veux dire? Le signe de ça va déterminer lequel de ces 2-là vous devez prendre. Parce que si le vent bouge, par exemple, dans cette direction, mais que moi, mon schéma, il prend en compte les points un peu de l'autre côté, là, ça risque pas de marcher. OK? Donc vous aurez des erreurs, numériques. Donc il faut prendre un schéma discrétisant le gradient qui est adapté à le sens du mouvement du vent. OK? Alors voilà, maintenant je voudrais vous montrer un petit peu quelques animations que j'ai faites, rapidement de ce truc. OK? Alors par exemple ici, c'est ce que j'ai montré un petit peu hier avec, vos collègues. On ne voit pas, monsieur. Ah, vous voyez pas? Comment ça se fait que vous voyez pas? OK, c'est très étrange. Screen 1 pourtant. Ah oui, non, screen 2. Screen 3. Ah, c'est pour ça. OK, j'ai compris. C'est bon. OK, donc là, vous voyez, j'ai pris un exemple, donc des conditions initiales. OK? Et je vais par exemple, donc qu'est-ce que j'ai pris ici? Donc vous voyez, j'ai pris alors là, j'ai pris des conditions de on va prendre d'abord Dirichlet. Alors ça, je vais me le garder quelque part là. Là, je vais prendre Dirichlet, homogène partout, avec une condition initiale gaussienne. OK? Là, je vais supprimer, un des graphes. Un. C'est Alt3, voilà. Là, je vais le cacher. Et là, voilà. Donc ça, vous voyez, je prends ici, ça c'est sigma, donc c'est le coefficient de diffusion. Ça, c'est la vitesse de transport. Ça, c'est la longueur de l'intervalle. Et ça, c'est le temps de résolution. Okay? Donc, là, ici, j'ai ma condition initiale, okay, la gaussienne. Je vais peut-être mettre d'ailleurs... Ça, c'est ma condition initiale. Okay? Donc, il y a une coefficient de diffusion égale à 1 et une vitesse de 1. Donc, vous voyez, ça se diffuse et ça se propage en même temps. Et puis, ça arrive au bord. Bon, là, j'ai mis juste 5 secondes. Mais si je mets un peu plus, par exemple, on va mettre 10 secondes. Voilà. Là j'ai des conditions Dirichlet, c'est-à-dire que quand le polluant arrive au bord, il disparaît petit à petit. Okay, donc là, quand t tend vers l'infini, la solution en fait va tendre vers 0. Il n'y aura plus de polluant. Parce que au bord, c'est nul. Vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, je peux prendre une autre condition initiale. Bon, avant de prendre une autre condition initiale, si je prends moins 1 dans le quotient de transport, au lieu d'aller à gauche, eh ben, ça va aller à droite. OK? Là, j'ai pris encore une fois des coefficients de diffusion constants, des vitesses de vent constantes, mais rien ne m'empêche de prendre un coefficient de vitesse du vent qui dépend de l'espace et du temps. Okay? Donc, au lieu de... si je suis en dimension 1, okay, alors vous allez le comprendre mieux en dimension 2, mais imaginez que vous êtes... je sais que je ne suis pas clair, mais désolé, j'ai une journée un peu longue. Si vous avez un plan comme ça, et qu'en chaque point, vous avez un vecteur, okay, qui vous dit vers où va le vent. Parfois, voilà, il peut y avoir des petits tourbillons comme ça. Ah, ça, c'est le champ de vitesse du vent. Donc, il peut dépendre de l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire du point X. Voilà. Si ça dépend que de X, ça veut dire que tous les vecteurs sont figés. Alors, un exemple en dimension 2, ça serait V de X égale, par exemple, le vecteur 2X sinus de... voilà, X ici, c'est un vecteur. Hein, donc, 2x plus y sinus de x, y, par exemple. Okay, alors, si je trace ce champ de vecteurs pour vous donner une idée de à quoi ça pourrait ressembler celui-là, eh ben, je viens ici
Et je dis, voilà, vector plot. Vector plot, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, je ne sais plus, 2x plus y, 2x plus y, virgule, sinus de x fois y. Ensuite, pour x entre moins 5, 5, et y entre moins 5, 5. OK? Donc, ça me fait ce champ de vecteurs. OK? Pour vous donner un exemple. Maintenant, ce champ de vecteurs, il pourrait dépendre du temps aussi. OK? Donc, s'il dépend du temps, ça veut dire que ça, c'est une fonction de t. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre ici un plus t, voilà, pour faire un défaçage. Et là, ici, je dis t varie entre voilà, 0 et 10, par exemple. Donc, à chaque instant de temps, le vent ne souffle pas pareil. Il y avait un peu de bruit. Vous voyez un peu l'idée, hein? Donc, si mon champ de vitesse du vent, c'est une fonction qui dépend non seulement de x, mais de x et du temps, et ben là, j'ai un champ de vitesse qui voilà, est temps dépendant, espace dépendant. Le cas le plus simple, c'est si je prends un champ de vitesse constant tout le temps. Voilà. En dimension 1, ça serait juste un nombre 3. En dimension 2, ça serait juste un vecteur, par exemple, moins 1, 2, qui me dit donc que le vent se déplace dans la direction de... alors, j'ai pas réussi à faire un carré. Oups. Ça se déplace dans la direction du vecteur moins 1, 2. Moins 1, 2, c'est moins 1 en x et en y, c'est là, comme ça. Hein? Donc le vent souffle de manière constante dans cette direction-là, en dimension 2, si j'étais en dimension 2. Okay? Alors là, pour le moment, je ne l'ai fait qu'en dimension 1, cette histoire, ici, mais rien ne m'empêche de le faire en dimension 2. Hein? Alors je peux le faire aussi, donc là, ça rajoute juste un Laplacien ici. Vous voulez le voir en dimension 2 ou vous avez des questions peut-être, avant que je le fasse en dimension 2? C'était quand même une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Moi, j'aurais des questions, monsieur, mais du coup, c'est vrai que c'est pas du tout en rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Ok, vas-y. Alors, en fait, moi, c'est vraiment, je suis désolé, peut-être que ça va pas être hyper constructif, mais c'est surtout, en fait, par rapport à une question un peu plus personnelle concernant mon code. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai essayé de faire un code avec des valeurs même de temps, d'espace, de pas, enfin, j'ai essayé de prendre des distances cohérentes. Parce que du coup, je me suis basé dans un cas de dispersion d'un nuage radioactif qui partait de Tchernobyl. Du coup, j'ai regardé la distance à vol d'oiseau jusqu'à Marseille, etc., ou Montpellier, pour avoir en gros une distance qui soit cohérente par rapport à ma modélisation. Oui. J'ai pris du coup des valeurs pareilles en conditions initiales et aux limites, je crois que c'est Derine qui en parlait tout à l'heure, qui correspondait aussi à des valeurs que j'avais cherchées sur Internet, sur des documents, millibecquerel par mètre cube. Et après, du coup, moi, j'ai essayé d'abord de passer par la méthode explicite parce que du coup, j'avais trouvé sur Internet une formule du coup d'une condition de CFL qui correspond justement à ce phénomène-là de diffusion dans le cas justement d'une dérivée seconde en fonction de l'espace plus une dérivée première. Mais le truc, c'est que même du coup, avec cette condition de CFL, quand je rentre des valeurs du coup de coefficient de diffusion de mon vent, parce que du coup, pour l'instant, je le fixe constant pour pas prendre de soucis, etc. et tout, je n'arrive jamais à avoir quelque chose de cohérent, peu importe ce que je fasse. Ok. Alors, si tu as pris des distances Marseille-Moscou, c'est-à-dire des milliers de kilomètres, en fait, le problème, c'est que c'est trop grand. Okay. Donc, quand on travaille avec des quantités réelles, en fait, il faut faire une mise à l'échelle, un rescaling. Tu vois? Donc, par exemple, au lieu de dire que c'est enfin, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, il faut que tu le ramènes à un intervalle, par exemple, l'intervalle 0,1. Ok. Tu vois? Mais donc ça, du coup, il faut que je l'explique, du coup, que j'opère justement un réajustement de mon échelle pour pouvoir justement faire fonctionner mon code. Oui, ça c'est important. Donc ça, c'est une source potentielle d'erreur. Une autre source potentielle d'erreur, effectivement, si tu as pris un schéma explicite, c'est que il faut trouver la bonne condition de CFL. Donc, il faut être sûr que c'est la CFL pour l'équation que tu as. Et de deux, il faut s'en assurer que le code que tu as écrit la respecte bien.
Parce Et que, ouais, j'ai fait du coup un petit code qui me permet à chaque fois de me dire oui, votre condition de CFL est validée ou non, quoi. ok, et la condition de CFL, tu es sûr que c'est la bonne pour cette équation-là? Du coup, je suis tombé sur un document de l'ENS Cachan, du coup, qui expliquait que en fait, j'ai l'équation, du coup, l'équation que vous avez donnée dans le sujet, qui correspond à celle-là, et c'est 2 fois le coefficient de diffusion de dt sur dx carré plus v0 de dt sur dx inférieur ou égal à 1. Ok. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, j'avais pris, je pensais travailler avec celle que vous aviez donnée pour l'équation de la chaleur, mais comme ça ne faisait Ouais. pas intervenir vraiment certaines constantes, je me suis dit que c'était pas cohérent, donc je vais essayer d'en trouver une autre. Ok. Alors, il faudrait voir le code en particulier. Mais c'est pour ça, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens, donc c'est peut-être pas pertinent que je vous partage mon code, sachant qu'il y a d'autres gens peut-être qui ont d'autres questions. Mhm. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui pourrait t'aider, du coup, en particulier? Je ne sais pas si vous aviez des conseils. Alors déjà, du coup, je vais procéder au réajustement des échelles, mais c'est vrai que même ça, je voulais, moi, de base, j'étais obstiné à vouloir rester avec des valeurs de L très grandes, mais du coup, c'est vrai que je savais pas qu'il fallait Alors, oui, procéder ça, on le fait jamais, oui. Il faut toujours faire une remise à l'échelle. D'accord. Du coup, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Puis même, du coup, vu qu'au niveau de la justification, je savais pas comment le. Oui. Parce que je savais que mon code pouvait marcher avec des valeurs de L plus petites, mais comme je n'arrivais pas à le justifier, je pensais que c'était incohérent. Mais du coup, maintenant, je sais que Par c'est du ça. exemple, comme Sol, il fait ça automatiquement. Mais c'est vrai que du coup, pour vous, c'est caché, vous ne l'avez pas vu. Mais ça, c'est important, oui. Est-ce qu'il y a D'accord. d'autres questions aussi, peut-être? Euh, Mais je reviens vers toi, Martin, après. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais une question au niveau du vent, de la matrice de vent. Ouais, On vous a vu faire une le matrice de vent, mais en vecteur. fait, je la trouve un peu, enfin, elle est un peu chaotique, c'est-à-dire qu'on voit pas de vrai mouvement, et je me dis que si nous on le fait, et avec MATLAB, le peu de visibilité qu'on a, en fait, on se rend pas compte si on le fait bien ou pas, parce qu'en fait, je sais pas s'il y a un sens global. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça permet pas, enfin, c'est clair ou pas? Enfin, c'est que peut-être, est-ce qu'on Tu devrait veux pas dire prendre que des j'ai pris matrices? un vecteur trop compliqué, c'est ça? Ça te Ouais, paraît trop est-ce compliqué? qu'il faudrait qu'on prenne des vecteurs simples pour qu'on soit sûr de faire ce qu'on. Enfin, vous voyez, qu'on sache vraiment ce qu'on fait. Oui, voilà, il y a 3 niveaux. Donc, le niveau 1, c'est vous prenez un constant, comme ici, genre 3, ok, un vecteur constant. En dimension 1, ça serait 3. En dimension 2, bah, ça serait un truc du genre moins 1, 2. Ok, donc ça, c'est V constant. Ensuite, un peu plus compliqué, ça serait un V qui dépend de X. V dépend de l'espace. Et encore plus compliqué, mais voilà, si vous faites le 1 déjà, c'est bien. V dépend de l'espace et du temps. Ok. Donc, quand tu disais que c'était pas très clair, tu voulais dire cette animation-là, c'est ça? Tu l'as trouvé Bah, c'est que complexe? quand on l'applique sur la diffusion, je me dis que le résultat sur MATLAB, ça doit être difficile de voir ce qui se passe vraiment, quoi. Enfin, Mhm. c'est. Mais oui, non, mais c'est ce que vous dites, quoi. C'est qu'il y a plusieurs niveaux et que là, vous faites le niveau le plus complet, quoi. Voilà. Mais vous, par exemple, je m'attendais à un truc un peu comme ça, où on voit ça, vous voyez? Là, vous faites votre condition initiale, c'est une gaussienne. On voit qu'il y a le vent parce que ça se propage vers la droite. On voit qu'il y a de la diffusion parce qu'elle diminue. Et un truc que je voulais vous dire aussi, c'est qui plaira beaucoup à Monsieur Stéphane, c'est justement si vous êtes capable de faire varier les paramètres. Donc, par exemple, là, je pars d'une même condition initiale, mais dans un cas, j'ai une vitesse du vent qui est 2 et dans l'autre, 1. Et donc, du coup, vous voyez que celle qui a une vitesse du vent plus importante, bah, elle va plus vite que la bleue. Hein. Donc là, je compare les paramètres de transport, de vitesse de vent, et là, je peux, par exemple, comparer les vitesses de diffusion. Donc là, par exemple, je mets une diffusion plus importante pour celle-ci, même vitesse de transport, okay, et voir quel est du coup l'impact de la variation de ces paramètres. Et monsieur, j'ai pas très bien compris, vous avez pris quoi comme condition limite? Là, j'ai pris Dirichlet homogène, U égale 0 au bord. Ok, d'accord. Qui est le plus simple. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe si je prends Neumann homogène. Donc, Neumann homogène, c'est la dérivée de U égale 0 au bord.
n'est-ce pas? Et voilà, comme ça. Ah, merde, j'enlève le U. Voilà. Et ça veut dire que la frontière est imperméable. Hein, ça veut dire que quand ça touche le bord, ça ne peut pas s'échapper, comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'on s'attend à voir? Ah, merde, c'est de l'autre côté. Donc là, ici, je vais mettre 1. Tac. Qu'est-ce que je m'attends à voir? Eh bien, non pas une décroissance, mais que ça se soulève. Vous voyez? Vous avez vu comment ça se soulève le côté gauche? Voilà. Et donc ça, c'est voilà, ça serait une condition de Neumann homogène. Okay, donc là, pareil, avec la vitesse plus importante. Mais l'idée, c'est ça, c'est ne vous compliquez pas trop la vie. Prenez un truc simple, et déjà sur un truc simple comme celui-ci, hein, là j'ai pris le plus simple, c'est-à-dire dimension 1, tous les coefficients sont constants, le vent, le sigma, et je peux prendre une condition initiale, une gaussienne, voilà, un petit peu concentrée quelque part. Et ensuite, bah, je prends soit une condition directe homogène, c'est vraiment le plus simple, soit si je veux tester un petit peu plus compliqué, bah, voilà, je prends une Neumann homogène. Après, on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, si je dis qu'à droite, il y a une production de polluants, par exemple, je mets 1, enfin peut-être pas 1, mais 0,1. OK. Ça veut dire qu'à droite, il y a une production de polluants. J'ai une condition de Neumann à gauche, donc ça ne peut pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au fur et à mesure du temps? Donc, il y a une production à droite, donc vous voyez, ça se soulève. Il y a une condition de Neumann à gauche, donc ça reste. C'est une frontière qui ne part jamais. Et donc, si je mets suffisamment longtemps, par exemple, au lieu de 10, je mets 100 secondes, et ben, je vais finir par voir que ça, il y a une production un peu partout. Vous voyez? Et après, voilà, on peut tout faire. C'est-à-dire que si au lieu de prendre une vitesse du vent constant, je prends une fonction qui dépend de l'espace, par exemple, je prends sinus de t plus 1, pas sinus de t, sinus de x plus 1. Alors non, ça, pour le coup, c'est inconsistant, effectivement, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens physique, ça n'a pas de sens de maths non plus. Je vais prendre par exemple x. Bon, là j'ai mis 100 secondes, donc ça va mettre un peu de temps à calculer. Je vais mettre un peu moins. Je vais mettre juste 10 secondes. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que boundary initial conditions are inconsistent. Pourquoi les conditions initiales sont inconsistantes? Là, c'est bien le V, donc là, c'est bien le vent. Alors, je vais le rajouter, je pense, directement ici au lieu de le rajouter là-bas parce que ça... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transport à l'origine. Ouais, non, mon idée d'un truc borné, c'était mieux. Bah, je vais mettre genre un x plus 1. Un truc qui s'annule pas. Voilà. Et maintenant, je fais ça. Alors, ça va venir. Bon, en attendant que ça calcule, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport à la dimension 2. Pour la programmation sur MATLAB, comment on peut opérer? Parce que en dimension 1, on a créé une matrice U avec une coordonnée en temps et une coordonnée en espace. Et du coup, on ne peut pas rajouter une coordonnée en notre espace vu que c'est pas possible. Mais du coup, il faudrait recréer une autre matrice. Enfin, j'ai essayé de créer une nouvelle matrice. La première, c'est en coordonnées X et en temps. Et la deuxième en coordonnées Y et en temps. Après, j'ai discrétisé. J'ai fait un vecteur pour le
la fonction, la vitesse du vent, mais je n'arrive pas à joindre les deux. C'est-à-dire que je vois pas comment j'ai essayé de surf les deux, de grid les deux. Je comprends pas comment on fait pour En fait, joindre il les faut deux. les indicer. Ok. Donc, tu vois, D'accord. ici, là, tu as une matrice, là, ici, qui dépend de x et y. On est en dimension 2. Et Oui. ça dépend du temps, en fait. Donc, tu as A qui dépend de t, et ensuite, tu as x, y. Ouais. Donc, Ok. tu as 3 indices. Donc, quand toi, tu dis, par exemple, pour une matrice classique A de 1, 2, qu'est-ce que tu es Oui. en train de dire? Que tu accèdes à la première ligne, deuxième colonne. Tu accèdes à ce point-là. Ouais. D'accord. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une matrice, tu as un cube de matrice, ok, dans lequel tu dis, j'accède par exemple à l'instant initial, voilà, première ligne, première colonne, première. Tu vois. Donc ça, c'est le temps, ça, c'est On le a le x, droit et de ça, faire c'est ça? le y. Bien Parce sûr. que j'ai essayé la Ça méthode s'appelle un explicite tenseur avec. Oui, en j'avais jargon vu ça, mais mathématique. ouais, j'avais essayé de faire ça, mais enfin, ça me plotte n'importe quoi en explicite. Enfin, ça me plotte rien du tout en fait. C'est n'importe quoi. Ça me plotte rien du tout. Du coup, après, je sais qu'il faut juste faire la dimension 1, mais c'était pour voir comment on aurait pu faire. En fait, ça marche. Hein. C'est-à-dire que Ah oui. si Bon, tu bah, n'arrives si ça pas à le marche, tracer, c'est que si tu n'arrives pas à le tracer, c'est plutôt parce qu'il doit y avoir une erreur du code. Mais ça marche. Hein. Les tenseurs, c'est la généralisation des matrices. Et ça marche ok. très bien. Par exemple, les images sont des tenseurs. Hein, une image, c'est des pixels. Okay, et chaque pixel, c'est une combinaison de couleurs de base, rouge, vert, bleu. Donc, en fait, dans chaque pixel de la matrice, donc dans chaque truc ici, vous avez une couleur de rouge, green, blue. Donc, en fait, ce tenseur-là, il appartient à R. Par exemple, si ça c'est N, non plutôt NM, Ok. et ça appartient à R, croix N, croix M, croix 3. Ok. Ça Parce marche. qu'il y a 3 Je vois. couleurs. Mais Ok. ça, sur MATLAB, il n'y a aucun problème pour le construire. Ok, ça marche. Et du coup, dans la discrétisation, il y aura donc 3 paramètres, U avec X, Y et le temps. Tout à Et du fait. coup, on cherchera X, Y au temps plus 1 en explicite. Voilà, dans le cas de la dimension 2, on va avoir ça, égale sigma dérivée seconde de U par rapport à Soit de X, plus dérivée seconde de U par rapport à Y. Plus, là, il y a le V scalaire gradient, donc ça va faire V selon X fois la dérivée de U par rapport à X, plus V selon Y, dérivée de U par rapport à Y. Okay. Oui, ok. Donc, quand je discrétise ça, voilà, là, c'est un Ouais. Laplacien discret. Okay, donc, il y a sur un plan les deux directions. Donc, le gradient au point de coordonnées U, I, J, ça va faire intervenir les voisins qui sont là. Oui. Donc, en dimension oui. 1, Du coup, le gradient, il fait juste, le Laplacien fait intervenir les deux qui sont là. Hein, ça, c'est UI. Il y a UI plus 1, UI moins 1. Et en dimension 2, eh bien, il y a le UI, J. Alors, UI plus 1 J. C'est ça, ouais. UI moins 1 J. UI, J moins 1. J moins 1. UI, J plus 1. Ouais, c'est comme ça que j'avais fait ma discrétisation. Ok, ça marche. Ok. Mais du coup, on la laisse en une ligne et comme vous avez dit, on fait un tenseur avec U. C'est ça, c'est ça. Ok. On peut l'appeler aussi, il n'y a pas de souci. Et on peut l'appeler aussi une indexation, une triple indexation. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc si vous avez essayé des choses, mettez-le sur votre compte rendu de toute façon. Même si ça n'a pas complètement marché, essayez d'avoir une idée. Ok. Toute trace de recherche, un peu comme au bac, quoi. Ouais, ça sera pris en compte. Ça marche, je vous remercie. J'avais une question, monsieur. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, sur la relation avec le sens du vent et le fait de prendre en aval ou en amont? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, en fait, tu vois, donc on a dit que donc le terme de transport, c'est du par rapport à x. Si je discrétise ça, je peux le faire en ui plus 1 moins ui sur delta x. Et si je regarde quels sont les points que ça fait intervenir, ça fait intervenir le im et le i plus 1 anième. Donc, si le vent
il pousse dans cette direction, c'est bien parce que je suis le mouvement du vent. Ok? Si par contre, le vent pousse dans cette direction, mais que pour approcher la dérivée, j'utilise l'approximation en aval, c'est-à-dire UI moins UI moins 1 sur delta X, je suis en train d'utiliser ce point et ce point. Tu vois? Et là, ces deux valeurs-là ne correspondent pas à la direction de vitesse du vent et ça engendre une instabilité numérique. Si j'essaye d'approcher ce problème-là avec le signe qui va pas en fonction du sens, par exemple, si V est positif, ça va aller dans ce sens, et si V est négatif, ça va aller dans ce sens. Okay? Donc, il faut que le schéma que je prends, en amont ou en aval, suive la même direction que le vent. Et si on prend un schéma centré, du coup, on n'a pas ce problème-là, si? Alors, si on prend un schéma centré, ça va hériter un peu de la mauvaise propriété de celui d'avant. Pour le coup, ça va rester instable. Et parce que ça hérite de... Tu vois, pourquoi l'ordre 2, c'est bien pour la dérivée seconde, pour le Laplacien. Pour le Laplacien, c'est un schéma centré, c'est ce qu'on a dit ici. Mais pourquoi c'est bien? Parce que le Laplacien, la dérivée seconde, c'est une diffusion. Donc, pour une diffusion dans tous les sens, il faut que je prenne les voisins. Mais lorsqu'il y a un mouvement dans une direction privilégiée, et que prendre l'arrière, ça engendre des instabilités numériques, et ben prendre les trois, ça hérite de cette mauvaise propriété d'instabilité numérique. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, c'est pour ça que si on prend un centré dans le transport, eh bien, ça reste mauvais parce que ça hérite de la mauvaise propriété d'avoir le truc de retard par rapport à la direction de propagation. Ok, très bien. J'avais une autre question, sans vouloir abuser. Est-ce que du coup, on peut considérer l'incendie, enfin la source de pollution comme une source constante, ou est-ce que on peut la considérer, enfin, est-ce que les deux sont cohérents, le fait de le considérer comme une source constante ou le fait de dire que c'est à un instant donné, on a telle pollution et on regarde l'évolution sans dire quel contenu généré? Oui, les deux sont tout à fait raisonnables. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Alors, si là, je laisse ma vitesse constante, en fait, ça va faire que on va rajouter un terme source. Ok? Ah merde, c'est pas celui-là que je voulais. C'est où est-ce qu'il est? Là. Ça va rajouter un terme source. Ok? Donc, si je dis que dans cette région de l'espace, il y a une production constante parce qu'il y a Fukushima qui continue d'envoyer du polluant dans l'air, et ben, ce que je dois dire dans l'équation, c'est que non seulement il y a une diffusion et un transport par le vent, mais il y a aussi une production. Okay? Et cette production, si elle est constante, enfin, pardon, si elle est, je vais l'appeler P comme production. Okay? Cette production, elle peut être constante. Okay? Si elle est constante, ça veut dire que partout, c'est Fukushima et ça engendre une quantité. Ce n'est pas le cas qu'on voulait ici. Le cas qu'on voulait ici, pour dire qu'il est localisé quelque part en espace, ça veut dire que c'est une fonction qui dépend de x. Okay? Donc, à quoi ressemble P, cette fonction P ici? Ça paraît qu'on a le carré. Non plus. Bah, ça va ressembler à une fonction qui est nulle partout, sauf là où il y a Fukushima, où ça vaut un petit quelque chose, et ça. Okay? C'est-à-dire c'est une fonction qui vaut, par exemple, 1 ou autre chose, si x est dans l'intervalle, x appartient à l'intervalle petit i, qui est la région qui est là, et qui vaut 0 sinon. Okay? Après, par exemple, si je veux traduire le fait qu'il y a une production localisée, mais que c'est un phénomène un peu périodique, c'est-à-dire que tantôt il y a de la production, tantôt il n'y en a pas, tantôt il y en a, eh ben, je dois prendre un P qui dépend de T et de X aussi. Ok? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Ça marche. Donc, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça rajoute un terme source, on appelle ça un terme source à l'équation.
Ok. Mhm. Vous avez d'autres questions? Du coup, moi, c'est pas une question, c'est plus un commentaire par rapport du coup à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que du coup, j'ai bien compris votre explication sur le fait qu'en fonction de comment le vent se déplace, on doit choisir une méthode de discrétisation qui correspond. Mais du coup, dans le document que je vous parlais tout à l'heure, sur lequel du coup j'ai trouvé du coup une condition de CFL correspondante au phénomène de propagation, il parlait justement de ce problème-là, parce que eux, bizarrement, du coup, je vous ai dit, c'était un document de l'ENS, ils indiquaient que justement pour ce cas-ci, du coup, d'une vitesse positive, il fallait prendre du coup un schéma du coup décentré gauche, parce que eux du coup appellent un schéma décentré retardé. Oui, Et du coup, ça oui, correspond on bah, a du coup. on a- Mais du coup, décentré retardé, c'est l'inverse de ce dont vous avez parlé tout à l'heure, non? Enfin, ce qui est important, enfin, la terminologie exacte, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça aille dans le même sens. En fait, il faut que le futur, donc le point suivant, aille dans la même direction que le vent. Ok. Ça, c'est Bon, important. ok. Tu vois, ça se comprend assez bien parce que Ouais, bien sûr. le truc, il le pousse là-bas. Donc, moi, je dois prédire où va être cette bosse D'accord. là-bas, Ok, à ça marche. droite. C'était une petite question, mais j'essaierai de m'y repencher un peu plus. Merci. Mhm. Et du coup, si personne a d'autres questions, du coup, je vais juste revenir sur ce dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Du coup, sur ce truc-là de réajustement des échelles. Mhm. Du coup, quand vous l'évoquez, enfin nous en tout cas quand on le mentionne dans notre rapport, euh, ça, il y a une méthode particulière que vous attendez ou... Non, non, il n'y a pas de méthode particulière. Ce qui est important, surtout pour François qui va corriger votre activité, c'est de montrer que vous savez discrétiser une équation. Donc déjà poser un problème, dire voilà, ça c'est le coefficient de diffusion, ça c'est le coefficient de vitesse du vent, que vous savez discrétiser chaque terme, dire que voilà, si vous choisissez un schéma explicite qu'il y a une condition de CFL, si vous avez choisi un schéma implicite, eh ben, qu'il est inconditionnellement stable. Et ensuite, justifier, voilà, j'ai pris condition de Dirichlet, ça s'interprète comme ceci. J'ai pris Neumann, ça s'interprète comme ceci parce que je veux modéliser tel aspect. Et puis, un peu comme je vous disais ici, par exemple, voir l'influence des paramètres, donc tracer par exemple des graphes comme ça où vous mettez en amont, en exergue le fait que tel paramètre influe sur la solution de telle manière. Okay. C'est plus ça qui est important pour François, que vous soyez critique vis-à-vis de votre résolution numérique et puis que, oui, accessoirement, vous sachiez l'implémenter en pratique. Okay. Là, je vois que j'avais pas vu que vous aviez des questions sur le chat. Fabrice qui dit que il y a une coquille dans l'équation. Le coefficient de diffusion est inversé et la vitesse du vent, car les dimensions ne sont pas bonnes. Non, 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 il n'y a pas de problème. Hein, l'équation, elle est parfaite comme ça. Vous dites qu'il y a un problème de homogénéité, c'est ça? En fait, Oui, je vous ai dit ça. le truc, c'est l'homogénéité vient des coefficients, tu vois. Donc, si U, par exemple, c'est je sais pas, des grammes, okay, ou des degrés. Par exemple, si U, ce sont 2 degrés, par exemple, ça c'est l'équation de la chaleur, bah, dU sur dt, ce sont des degrés par seconde. Okay, c'est la variation de la température, ce sont 2 degrés par seconde. La diffusion, c'est une dérivée par rapport à l'espace, donc ce sont 2 degrés par mètre carré. Hein. Et du coup, le sigma, en fait, les unités sont bonnes, tout est homogène, tout vient dans les coefficients. Quelles sont les unités des coefficients? Okay, mais l'équation, elle est bonne. Hein. Surtout, ne remettez pas en doute l'équation. Mais en fait, c'est parce que la vitesse, c'est donc des mètres par seconde. Et là, on est avec. Enfin, ce que je comprends pas, du coup, c'est que après, le coefficient de diffusion, lui, c'est des. Si je me souviens bien, c'est des mètres carrés par seconde, il me semble.
Et quand on fait du coup de l'analyse dimensionnelle, je crois qu'il y a un problème parce que du coup, Alors, ouais, au niveau des mètres, il moi y je a un suis, problème. moi je suis pas physicien, mais je vous assure que l'équation est bonne, hein. C'est une Et sur équation Internet, physique. là, je viens de retrouver l'équation. Et Ouais. effectivement, euh, la, la partie, en fait, le coefficient de diffusion est du côté, enfin, est multiplié par le terme qui est doublement dérivé, qui divise 2 fois x, en fait, Bah, c'est celui-là. Là, il est là. qui est double dérivé sur x. Bah, il est là, c'est le triangle là. Ah bah alors je me suis gouré, bah, c'est bon. Non, non, là pour le coup, je n'ai vraiment aucun doute. Enfin, le Laplacien, c'est la dériseconde, hein. Enfin, Ah d'accord, ok. si Bon, on est bah, en c'est bon. dimension n, bah, c'est la somme des dérivées partielles secondes, mais c'est ça, hein. Ah bah, j'ai inversé le Laplacien et le Nabla, alors, tout simplement. Oui, le nabla, c'est le gradient. Ça, c'est le vecteur qui a comme ça. Bah, ouais, c'est pas grave, hein. Ok. Vous Ça va, avez pas de souci. d'autres questions? En fait, moi, du coup, bah, à la limite, je peux du coup poser ma question. Oui. Du coup, quand je pose mon équation, bah, du coup, j'ai fait le choix de faire une programmation retardée, en fait. C'est Du coup, je crois que j'ai un problème parce que quand j'ai mon coefficient de diffusion qui augmente, du coup, j'ai ma propagation qui diminue, en fait. Enfin, elle est moins importante. Alors, Euh, enfin, tout dépend. Tu vois, par exemple ici, bon, je reviens avec des conditions Dirichlet classiques pour que voilà, tout soit simple. Donc, regarde, là, je compare donc les coefficients de diffusion. Donc là, c'est les coefficients de transport. Tu vois bien donc l'influence de l'un par rapport à l'autre. Donc, plus le coefficient de transport est grand, plus la petite vague va vite. Non? Ça, c'est pour le transport. Maintenant, si je regarde la diffusion, par exemple, je mets diffusion de 1 pour l'un et diffusion de 4 pour l'un, ça va diffuser super vite. Okay. Tu vois, oui, ça oui. Ouais, ça se transporte toujours. Mais là, la diffusion est devenue prépondérante par rapport au transport. Si je veux quand même garder une diffusion grande, mais une super vitesse de transport pour que ça aille plus vite, par exemple, là j'ai mis 5, bah, ça va diffuser vite, mais je vais quand même réussir à la voir s'échapper un peu vers la gauche. Tu vois? Donc, tout est une question aussi de la taille des coefficients, les uns par rapport aux En fait, autres. quand je fais mon surf, au lieu d'avoir quelque chose qui avoir des valeurs on voit qu'elles augmentent, quoi. En fait, c'est comme si la propagation, elle avait presque pas lieu. C'est ça qui est bizarre. Plus j'augmente et Ben oui, mais c'est normal. Tu vois, donc là, ici, j'augmente le quotient de diffusion, je le mets à 5, paf, je vois ça, parce que ça a diffusé super vite. Tu vois? Si je mets un quotient de d'accord. diffusion plus petit, oui, là, je vois qu'il y a cette propagation qui vient comme ça. D'accord, c'est dû au fait que ça se propage très vite. C'est dû au fait que ça diffuse très vite Ça et que ça se diffuse très vite, propage. pardon. Ouais. D'accord, je comprends mieux. Merci. Mhm. Monsieur, une petite dernière question pour moi. Oui. On est d'accord qu'en dimension 2 sur MATLAB, on doit avoir 4 conditions initiales. Enfin, Non, 2 au minimum, mais une 2. condition initiale, mais 4 conditions limites. Oui, voilà. Ah, une condition initiale, 4 conditions limites. Voilà, la condition initiale, elle est toujours une. Okay. Donc là, tu as ton domaine de diffusion, et là, tu dis, voilà, ma condition initiale, par exemple, c'est une gaussienne ici, centrée ici, qui, elle va se propager et diffuser par le vent. Donc, je vais voir cette courbe s'aplatir et bouger petit à petit. Par exemple, si la direction du vent est comme ça. Ok, du coup, 4 limites et une initiale. Par exemple, on peut prendre Voilà. l'initiale en plein milieu du plateau. Voilà, par exemple, ça serait en x, exponentielle de moins x carré plus y carré. Si je prends celle-là. Okay. D'accord, oui, ok. Oui, Et les conditions limites, eh bien, il y en a une ici, il y en a une autre là. Ouais.
3 et 4. Ok. Mais est-ce que vous savez si ça marche avec Surf? C'est peut-être mon code, mais moi Surf, c'est une fonction pour tracer une surface. Ouais, mais elle trace la surface d'un tenseur? C'est Alors, possible? en fait, il faut que tu accèdes à Parce que chaque. je pense qu'il me manque quelque chose. Oui. Mais Il il te manque, manque juste savoir utiliser la fonction. Mais tu vois, Ouais, c'est cette ça. histoire de j'ai. C'est le truc. Cette histoire de j'ai une. Si, ça marche. À l'instant t égale 0, je suis là. Ok, donc je fais Oui. surf de ce truc. Et Ok. ensuite surf de ce truc. Ah, Donc ok. c'est une boucle, c'est for. Oups. Eh oui. Ah, en gros, je surfe. Oui, ok. Ok, Tu fais une table, pas une table, un boucle for pour n qui est le temps de 1 jusqu'à grand N, faire surf Ouais. de a petit n virgule xy. Oui. Ouais. Ouais, c'est bon, ok, j'ai compris. Bon, je vous assure pas que je vais réussir, mais je vais essayer. Ça marche. Merci. Ça marche. Pas de problème. D'autres questions, les autres, ou c'est bon? Moi, j'en aurais deux. Oui. Une, je suis désolé parce que ça va peut-être vous faire répéter, mais juste, c'est pour être sûr par rapport à la condition initiale. Mhm. Si on décide de prendre sur une distance, donc, peu importe, par exemple Montpellier-Marseille, et d'étudier donc la propagation du nuage, la condition initiale, si on peut considérer qu'il n'y a pas d'activité atomique à cet endroit-là, et donc on peut prendre une condition initiale égale à 0. Alors, la condition initiale me dit comment est le polluant concentré dans l'espace au temps initial. Mhm. Donc, si ma centrale nucléaire est ici, ma condition initiale, c'est il y a beaucoup de polluants dans cette zone, mais pas ailleurs. D'accord. Et nul ailleurs. Mais du coup, comment on va mettre quoi en condition initiale? Par exemple, c'est cette marche. Cette marche, c'est la Oui, ok. fonction Donc, f de x qui vaut 1 si, par exemple, ça c'est 3, 4. Si x est compris entre 3 et 4, et qui vaut 0 sinon. ok, très bien. Et deuxième question, c'est par rapport à mon coefficient de diffusion. Mhm. J'ai remarqué que quand je le changeais et que je faisais tourner mon programme, la courbe n'a pas du tout l'air de changer, malheureusement. Mhm. J'ai l'impression que ça se diffuse aussi bien avec n'importe quel coefficient de diffusion. Donc je me demandais si vous avez une idée. Ça doit être un problème des axes. Tu vois, par exemple, si je trace une fonction. Alors, tu vois, en fait, c'est que ça adapte les axes automatiquement, donc il faut les fixer à quelque chose. Cette fonction, tu vois, 0,1 au lieu d'être à 1. Enfin, tu vois, je la vois pareil, sauf que, en fait, là, la hauteur, c'est 1, et là, la hauteur, c'est 0,1. Oui, j'ai pas pensé à ça, je suis con. Ok. Oui, mais ça doit être ça. Ok, super. Bah, merci beaucoup. D'autres petites questions? Non? Ça marche. Écoutez, on peut conclure. Voilà. Pardon, monsieur. Oui. Désolé pour le retard. Concernant la valeur du coefficient de diffusion, j'avais du mal à essayer de trouver une sorte de coefficient parce que c'était des particules et des choses comme ça. Mais est-ce que vous pensez que l'ordre 10 puissance moins 5, c'est tout à fait raisonnable pour un coefficient de diffusion? Tout dépend de la taille du domaine. En fait, ça dépend de l'échelle. Ah, d'accord. Ok. Alors, ne prenez pas des choses trop grandes parce que sinon, ça va diffuser super vite et vous verrez un truc comme le truc jaune qu'il y a là. Oui, ou même on aura de l'instabilité, enfin, dans le pire des cas. Mais surtout, en fait, le coefficient de diffusion, on l'aime bien parce qu'il rajoute de la régularité à la solution. C'est-à-dire que le coefficient de diffusion dans les équations de diffusion-transport, il aide à que la solution soit stable numériquement. Si vous prenez un sigma qui tend vers 0, en fait, c'est comme si, même si c'est pas vrai,
comme si ce terme disparaissait et vous avez juste une équation de transport. Il n'y a plus de diffusion, juste de transport. Donc, quand le quotient de diffusion devient très petit, bah, certaines propriétés se perdent de l'équation. Donc, vous pourriez trouver des instabilités numériques. Le mieux, enfin, vous voyez, moi, par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est, voilà, j'ai pris un domaine raisonnable de taille 20, entre moins 10 et 10, et mes coefficients de diffusion que je teste, ben, c'est 1, 2, 3, coefficient de transport, pareil, 1, 2, 3, 4, ok, et pour voir un peu ce que ça fait. Ok, donc, par exemple, là, si voilà, j'ai pris un coefficient de diffusion égal à 1 dans les deux cas, et de vitesse du vent, 1 et 2. Okay, donc là, j'arrive à voir les choses. Mais si je prends un coefficient de diffusion très petit, okay, bah, là, ici, ça le fait automatiquement parce que ça détecte les instabilités. Mais donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe avec la bleue? Elle diffuse presque pas. Ça devient comme une équation de transport où la solution, elle est juste transportée. D'accord. Et en fait, la nature de l'équation change. Et du coup, le schéma peut devenir instable. Mais du coup, monsieur, pour les coefficients de diffusion, on ne prend pas les valeurs qu'on peut trouver sur Internet par rapport au gaz qu'il y a? Non, ça va. Enfin, ça risque d'être de pas marcher parce que c'est toujours ce problème d'échelle. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment le faire bien, on peut le faire. Enfin, je veux dire, les ingénieurs le font, mais il faut tout mettre à l'échelle. C'est-à-dire, si vous avez ces valeurs-là, c'est sur des milliers de kilomètres. Donc, il faut dire que je me ramène à l'intervalle, voilà, 0,1 ou moins 10,10 ou un truc plus petit. D'accord. Mais, pardon. Testez des valeurs qui vous donnent des comportements comme ceux que je vous affiche là. On Mais voit ce qui se passe. comment est-ce qu'on fait pour justifier notre choix si du coup on prend finalement un coefficient de diffusion qui n'a pas de sens physique et qui est uniquement une sorte du coup de réajustement à l'échelle comme vous l'expliquiez tout à l'heure? Ben, comment on le justifie? Vous n'êtes pas vraiment obligé de le justifier, ça c'est une première chose. Et après, deuxièmement, ce qui importe plus à François, encore une fois, tout dépend de qui vous corrige. Si c'est moi, ben moi ce qui m'importe c'est plus l'aspect maths. Si c'est François, lui, ce qui l'importe c'est plus l'analyse des résultats. Si vous avez comparé l'influence des coefficients. Okay. Après, si vous deviez mettre ça, disons, à l'échelle réelle, c'est vrai qu'il y a une couche supplémentaire de complexité qu'on n'attend pas forcément de vous, pas en tout cas cette année, qui est de savoir mettre à l'échelle les coefficients, qui est une chose pas si simple. Okay. Et en fait, il faut ajuster l'ensemble des choses. Donc même finalement dans la vitesse du vent, si finalement on décide de la laisser constante, même son expression dans tous les cas numérique, vu que tout est remis à l'échelle, finalement on n'a pas. Donc, ouais, elle va changer aussi. On n'a pas à mettre quelque chose de cohérent dans la vie réelle, quoi. Non. D'accord, ok, ça va. Merci. Mais vous pourriez essayer, tu vois, par exemple, je ne sais pas si je dis que ça, c'est des milliers de kilomètres. Okay, donc je dis 10 000 km, 10 000 km, voilà. Là, ici, j'ai mis un coefficient de diffusion très petit et une vitesse du vent relativement grande. Tu vois. Donc, si je fais tout à l'échelle et que je veux voir le transport entre Moscou et la France, ça prend plusieurs heures. Okay. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas que l'échelle des coefficients, il n'y a pas que l'échelle de l'espace, mais il y a aussi l'échelle du temps. Oui, bien sûr, mais j'avais essayé de tout cumuler, effectivement, j'arrive pas à obtenir quelque chose qui marche avec justement cette prise en compte physique, enfin, c'est cette interprétation physique logique, en tout cas, en prenant des heures et des milliers de kilomètres, mon programme, il me donne jamais quelque chose de cohérent. Ouais. Donc, okay. Bon, merci en tout cas pour vos réponses. Il n'y a pas de quoi. Ça marche, bah, écoutez, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée. Et puis, moi, de toute façon, je serai à l'école un petit peu demain. Donc, s'il y a des gens qui veulent passer, vous pouvez. OK ? Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée.